Bonjour, dans cette deuxième vidéo consacrée au principe de l'évolution, nous allons partir d'exemples pour aller vers les concepts. Alors, nous parlerons de quoi? Nous parlerons de la pression de l'environnement et de l'épigénétique, de l'acclimatation d'un individu, de l'adaptation d'une population, et pour ce qui est de la dérive génétique concernant une population, nous verrons ça dans une dernière vidéo. Alors, concernant l'influence de l'environnement, le premier exemple que j'ai envie de citer, c'est la pression alimentaire, c'est-à-dire que lorsque une population est soumise à une compétition entre les individus concernant l'alimentation, ça peut varier sur son développement. Regardez ici ce petit ver qui, quand tout va bien, quand il y a à manger pour tout le monde, se transforme en adulte et se reproduit. Par contre, quand la compétition alimentaire devient importante, c'est-à-dire quand il y a trop de monde par rapport à la disponibilité alimentaire, il se transforme en une forme intermédiaire qui attendra, jusqu'à ce que les conditions soient plus favorables. Et quand elles seront plus favorables, c'est-à-dire quand on aura moins d'individus dans cet espace, donc plus de ressources alimentaires disponibles, eh bien il pourra se transformer en adulte. Et donc on aura une oscillation au final de notre population. On a bien une réponse rapide de notre population à une variation environnementale. Deuxième exemple que je vais prendre, c'est une variation de paramètres physico-chimiques. Alors ici, je vais prendre un exemple totalement différent. Je vais partir de jumeaux homozygotes humains, donc des jumeaux qui ont exactement les mêmes gènes et qui viennent d'un peuple d'Amérique du Sud dans lesquels ils ont un caractère génétique de thorax en forme de tonneau qui leur donne une capacité respiratoire plus importante. Cette capacité respiratoire plus importante est nécessaire en altitude et donc ce thorax en fait ne se développe qu'en altitude. Or ces jumeaux ont été séparés assez rapidement dans leur vie. L'un a vécu en altitude et a effectivement développé ce thorax en forme de tonneau, tandis que l'autre, lui, a vécu à basse altitude et n'a pas développé ce thorax en forme de tonneau. Ça me montre quoi? Ça me montre que pour développer certains caractères génétiques, il faut l'intervention de l'environnement. Dans cette histoire, bien sûr, si ça avait été vous qui aviez vécu en très haute altitude, n'ayant pas ce gène, c'est très peu probable que vous l'ayez, n'ayant pas ce gène, eh bien vous auriez votre thorax en forme classique, donc votre thorax actuel. Donc il me faut la génétique, l'environnement pour avoir l'expression de ce gène. Cela nous amène à parler de ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors l'épigénétique, c'est la transmission d'un caractère acquis par un individu. Alors cette transmission d'un caractère acquis par un individu, elle peut se faire par exemple dans des situations de stress, dans des situations de nutrition défavorables, par exemple un manque nutritionnel. Et on s'aperçoit qu'en fait, dans les cellules des individus stressés ou avec des problématiques de nutrition, il y a d'autres paramètres qui peuvent intervenir, on observe sur l'ADN une variation de la méthylation de l'ADN et de l'acétylation de l'ADN. Or, cette méthylation et cette acétylation vont faire quoi? Elles vont favoriser ou non l'expression de certains gènes. Donc ça peut aller de l'inhibition totale de l'expression d'un gène à son activation totale. Selon la méthylation et l'acétylation, on peut avoir tout le panel du totalement exprimé à totalement inhibé. On a tout un panel de réponses possibles en fonction de ce taux de méthylation et d'acétylation. Cette épigénétique, on s'est aperçu qu'elle se transmettait aux générations suivantes, mais a priori seulement sur quelques générations. Donc on a ici une réponse rapide d'une population à une variation environnementale. Parlons maintenant de l'acclimatation. Donc l'acclimatation va concerner un individu et elle ne sera pas transmise. Bon, vous connaissez bien cette acclimatation. L'été arrive, il fait chaud. En quelques jours, vous allez vous adapter du point de vue de la thermorégulation à cette nouvelle ambiance. Et puis, quand il va faire froid, vous allez vous adapter à une ambiance froide. Donc, vous avez une réponse à court terme, réversible et non transmise à la descendance. De la même manière,
Lorsque vous allez faire un séjour en altitude, vous allez libérer plus de PO et donc avoir plus d'hémoglobine circulant dans votre sang, donc plus de transporteurs d'oxygène. Ça tombe bien puisqu'en altitude, c'est plus compliqué de récupérer de l'oxygène. Donc on a bien ici une réponse à court terme qui sera réversible puisque quand vous allez revenir dans la plaine, vous n'allez pas conserver ce taux de PO définitivement toute votre vie. Et ça sera non transmis à votre descendance, bien entendu. Enfin, ici, l'adaptation entre guillemets aux entraînements, cette adaptation entre guillemets aux entraînements, eh bien, elle n'est pas transmise aux générations futures. Si vous avez fait beaucoup d'entraînements et que vous avez développé votre musculature, bien entendu, ça ne veut pas dire que votre bébé sera très musclé. Derrière cette musculature, il y a une part d'acquis par l'entraînement, et puis il y a une part de génétique. On n'a pas tous la capacité de développer la même musculature. Certains ont des muscles fins, certains des muscles plutôt gros. Donc ici, une adaptation qui est plutôt donc une acclimatation aux entraînements, non transmis aux générations futures, et en partie génétique et en partie acquise. Montons d'un cran et allons réfléchir sur l'adaptation des populations. Donc elle peut se faire à court terme, elle peut se faire à long terme, et puis surtout c'est transmis de génération en génération. Donc ça va permettre une évolution des espèces et pourquoi pas aller jusqu'à la notion de spéciation, donc de formation de nouvelles espèces. Prenons l'exemple de l'adaptation par transmission d'une mutation. Alors ici on va prendre un petit papillon qui s'appelle le phalène du bouleau. Et on a observé quelque chose d'assez remarquable en Angleterre, une adaptation sur du court terme. Donc le phalène de bouleau est blanc et il se trouve que le bouleau a une écorce qui est blanche. Donc lorsque vous avez des phalènes qui se posent sur une écorce blanche, les prédateurs ne voient pas ce phalène, donc on a ici une certaine protection par rapport à cette prédation. Le hasard des mutations fait que certains phalènes deviennent noirs. Et là, des individus noirs sur une écorce blanche, forcément, par rapport à la prédation, c'est un désavantage. Donc cette mutation, en général, elle ne se transmet que très peu au sein de la population, puisque les individus sont défavorisés du fait de la prédation. Mais au XIXe siècle, on a utilisé beaucoup de charbon un peu partout, notamment en Angleterre, et ce charbon a noirci l'écorce des bouleaux. Donc les phalènes blancs, forcément blanc ça se voit beaucoup, donc les prédateurs étaient plutôt très contents. Et ça a favorisé au final les mutations noires. Donc la population des phalènes est devenue de plus en plus noire. Ce charbon a été de moins en moins utilisé. Donc au final, à votre avis, qui a été favorisé? Et on s'aperçoit maintenant que la population de phalènes est beaucoup plus blanche, elle s'est blanchie depuis que ce charbon n'est plus utilisé. Vous avez ici une réponse rapide d'une population par mutation. Autre réponse, alors là, extrêmement rapide, encore plus rapide, c'est la résistance aux antibiotiques. Vous avez des bactéries qui sont déposées dans une boîte de pétri sur une gélose, donc le gîte est couvert fourni, température parfaite. En 24 heures, une bactérie vous en donne 10 puissance 9. On fait la même expérience sur une boîte de pétri avec des antibiotiques et on ne voit rien pousser. Sauf sur une boîte, parmi 10, parmi 100, parmi 1000, où on observe une population qui pousse. Qu'est-ce qui s'est passé? La bactérie qui est à l'origine de cette population, qui en 24 heures nous a redonné 10 puissance 9 bactéries, a muté. Elle a muté et elle a donné lieu à une résistance aux antibiotiques. Alors quelle est la nature de ces mutations? En fait, on a une diversité des mutations, puisque, alors d'abord, on garde en tête que les mutations, elles se font par hasard sur nos brins d'ADN. Donc c'est ce que je représentais ici par les petites croix. La couleur des croix représente l'impact de ces mutations. En vert, ce sont des mutations qui n'ont pas d'effet. C'est des mutations qu'on appelle neutres, silencieuses. En rouge, c'était une mutation délétère, donc qui va défavoriser l'individu. Défavoriser l'individu, alors qu'en bleu, c'était une mutation favorable, donc qui vont favoriser l'individu dans le contexte dans lequel ils vivent. Et donc la sélection naturelle va favoriser ici la transmission de la mutation
bleu, donc favorable, par rapport à la mutation rouge. On a donc une transmission de cette mutation dans la descendance, et ici, pour les bactéries, c'est très très rapide. Par contre, il y a des caractères un petit peu plus complexes à transmettre. Donc on doit se poser, est-ce que l'adaptation est-elle toujours aussi rapide que pour le phalène ou pour les bactéries? En fait, c'est la question que l'on a déjà posée quand on a discuté de changement global. Peut-on s'adapter à des changements aussi brutaux? Retournez voir cette vidéo concernant les oiseaux et vous vous apercevrez que non, effectivement, on n'a pas systématiquement une capacité d'adaptation à des changements aussi brutaux. On n'a qu'à réfléchir sur la sortie d'espèces aquatiques vers des vies terrestres ou, sens inverse, pensez au dauphin qui est retourné dans l'eau. Imaginez la complexité des mutations et des variations physiologiques pour passer de l'un à l'autre. Ça ne se fait pas en un instant. Donc c'est quelque chose de très très long. Nous parlerons dans une prochaine vidéo de la dérive génétique et nous conclurons sur ces grands principes de l'évolution. À très bientôt.